Bonjour et bienvenue sur Codable avec François Jolin. Aujourd'hui on va parler monnaie, on va parler or, dollar et surtout la plus sulfureuse de toutes les monnaies, Bitcoin. Nous verrons pourquoi Bitcoin pollue et pourquoi est-ce qu'une bonne monnaie doit avoir une dépense énergétique pour être fiable. Nous mettrons à plat ce que nous connaissons sur les monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro à travers des grandes dates comme celle de 1971. Alors restez connectés, c'est parti. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine à calculer soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on s'échangeait de l'or avant et qu'est-ce qui a changé en 1971, qui a été l'arnaque qui a été mise en place en 1971 sur nos monnaies qu'on a actuellement, l'euro et le dollar, il faut se rappeler qu'une monnaie est avant tout là pour échanger de la valeur. Nous autres êtres humains, quelle est la valeur que l'on s'échange? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Je vais vous montrer avec quelques exemples que ce qui a de la valeur pour nous, c'est l'énergie humaine dépensée. Ce qui, dans notre cas, va être souvent du temps. Premier exemple, imaginons que je suis un marchand de chaussures. Je suis un artisan, je fabrique des chaussures et je souhaite les vendre. Un fermier me propose d'échanger une de mes chaussures contre des œufs, contre ses œufs à lui. La question qu'on peut se demander, c'est combien d'œufs je suis censé recevoir en équivalent chaussures. C'est pas si simple, on ne peut pas faire ça en disant au grammage, le poids d'une chaussure contre le poids des œufs, on peut pas faire ça non plus par volume. Sounds good, doesn't work. Ce qu'on va avoir un peu instinctivement envie de faire, c'est de savoir combien est-ce que de temps j'ai passé à faire cette chaussure-là, et je vais demander au minimum au fermier de me donner l'équivalent du temps que j'ai passé dans la chaussure, l'équivalent du temps que lui a passé à élever des poulets pour me donner ses œufs. Je vais évidemment essayer d'aller tirer un peu la fourchette vers le haut pour me faire une marge, et ainsi avoir un peu plus de temps que j'y ai consacré. Donc premier exemple, assez compréhensible. Deuxième exemple, on va corser un peu la chose. Voici la première Ford T, la première voiture industrialisée en 1908, qui coûtait à l'époque pour un prix de 20 000 € aujourd'hui. Et voici maintenant une voiture moderne, une Dacia Sandero, qui coûte 8 300 €. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la Dacia demande beaucoup plus d'énergie que la Ford T à construire. Ford T n'avait que quelques pièces, ici il y en a plusieurs, déjà centaines ou milliers dans une voiture, de bien meilleurs sièges, de bien meilleurs aérodynamisme, de bien meilleurs moteurs, bref, tout a été amélioré dans la Dacia. Ça, c'est utile. Nouvelle Dacia Sandero, rien à ajouter. Et elle demande beaucoup plus d'énergie. Pourtant, le prix a été divisé par 2. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Il s'est passé une industrialisation, une automatisation des tâches, et oui, la Dacia vaut moins cher, tout simplement parce qu'il y a moins d'humains nécessaires pour faire la voiture. On a fait baisser le temps humain, donc mécaniquement le prix baisse avec. Alors voici un autre exemple encore, très moderne, très d'actualité, je vous présente un plancton. Voyons voir. C'est un plancton, espèce de sale voleur. Alors Plancton et tous ses amis ont tapissé le sol de nos océans avec leurs cadavres pendant maintenant déjà des millions d'années, et la nature, elle, a pris plus de 100 millions d'années pour fossiliser ces cadavres de plancton et d'autres animaux marins, et en faire un baril de pétrole. Aujourd'hui, ce baril de pétrole s'échange à 50 $, et montre particulièrement bien que dans ce baril de pétrole, la seule chose qui vaut de l'argent, c'est le temps que les humains ont mis pour extraire ce pétrole du sol. Ce n'est absolument pas le temps qu'a mis la nature pour faire ce pétrole, sinon il coûterait des millions de dollars. Et j'insiste sur un nouveau point, ce n'est pas l'énergie qui est dedans, dans ce baril de pétrole qui coûte de l'argent, puisqu'il y a l'équivalent de 23 000 heures humaines. Si on rémunère une heure humaine à 10 $, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire que le baril de pétrole a un coût économique de 230 000 $. C'est-à-dire tant que le baril de pétrole est en dessous de 230 000 $, il est économiquement viable. Mais encore une fois, il n'est pas à 230 000 $, il est à 50 $, parce que ce que l'on paye, ce n'est pas la capacité de temps humain qu'il y a dans ce baril, c'est uniquement le temps humain qui a été dépensé pour extraire ce baril. Of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Alors quand on se rend compte que le temps humain, l'énergie humaine dépensée, est la seule chose qui a de la valeur, ça paraît assez évident qu'une bonne monnaie, c'est-à-dire quand on veut échanger son salaire contre cette monnaie, on souhaite voir dans cette monnaie, on souhaite avoir une garantie comme quoi cette monnaie, elle aussi, a demandé de l'énergie pour être faite. Et il nous faut cette garantie énergétique pour se dire on n'échange pas notre salaire, le temps humain que nous avons dépensé, contre du vent. Donc une bonne monnaie doit être liée à une dépense énergétique qui doit être infalsifiable. Deuxièmement, une bonne monnaie doit aussi servir de ratio de conversion. C'est-à-dire c'est bien beau d'échanger des chaussures contre des poulets, ou des poules, ou des œufs,
mais moi j'ai besoin de laine, j'ai besoin d'autres choses, d'assiettes et autres, donc à un moment donné il faut faire un ratio de conversion. On a aussi un aspect important qui est la fongibilité, un terme assez technique. Par exemple, ce qui n'est pas fongible, par exemple, c'est un poulet. Un poulet, il y a différentes espèces de poulets, il y a différents labels, il y a différentes, on va dire, manières d'élever le poulet, avec label rouge et autres, et enfin il y a le poids du poulet, ce qui fait qu'entre deux poulets, on peut avoir un prix qui double. Une fongibilité d'une monnaie, ça signifie que une même pièce de monnaie vaut la même valeur partout. Enfin, il y a aussi la stabilité dans le temps, c'est-à-dire que c'est bien beau d'épargner son argent avec des œufs, mais au bout d'un moment les œufs ils pourrissent, et donc vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas d'épargne. Donc il faut une monnaie qui, aussi bien sur la valeur, reste fiable dans le temps, ça on peut l'avoir grâce à une garantie énergétique dedans, et aussi une monnaie qui, on va dire, ne pourrisse pas avec le temps. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que l'or était la monnaie idéale. Quand je vois 1 kilo d'or, je sais très bien que ce n'est pas le souverain qui vient de créer cette kilo d'or de rien, et que même le souverain a dû avoir des sujets, a dû avoir des humains qui ont dû descendre dans la mine pour récupérer cet or. Donc quand j'échange mon salaire contre de l'or, j'échange bien du temps humain contre un autre temps humain, et l'or fait office de monnaie, on va dire, qui a une garantie énergétique très forte, et qui représente juste, on va dire, de la matière d'or, pas besoin d'avoir la tête de souverain dessus, mais juste la matière d'or qu'il y a dedans, représente du travail humain, et est parfait pour s'échanger du travail humain entre nous. Alors l'or, c'est parfait, mis à part quand il faut le transporter. C'est d'une part volumineux, et surtout très lourd l'or. Donc on a vite fait de ne plus pouvoir transporter l'or dès lors qu'on dépasse des kilos ou des tonnes d'or. Pour ce faire, ce sont les Chinois qui ont eu l'idée du billet au 7e siècle. Un billet, initialement, et ça aurait dû toujours rester ainsi, un billet est une reconnaissance de dette de l'État vis-à-vis du porteur du billet. C'est-à-dire qu'un riche marchand chinois arrivait à Pékin, déposait 10 kilos d'or, et le gouvernement, l'administration locale de Pékin, lui donnait un billet, une lettre, disant que l'État a une reconnaissance de 10 kilos d'or envers le porteur de cette lettre. Il traversait toute la Chine, pouvait se rendre jusqu'à Canton, et à Canton, dans le bureau administratif de Canton, déposer la lettre. Si la lettre était authentifiée, ça veut dire que oui, l'État avait bien une reconnaissance de dette de 10 kilos d'or, et il repartait avec ces 10 kilos d'or, simplifiant énormément le transport de l'or. Ah oui. Moi, je l'ai trouvé. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Pour que le billet fonctionne, il faut avoir une énorme confiance dans l'État. Et donc il a fallu attendre d'avoir des États solides et d'avoir la première banque centrale telle que la connaît, avec son rôle de centralisation de la monnaie et de régulation de la finance et de la monnaie. Il a fallu attendre l'invention de la banque centrale par les Anglais pour qu'ils soient les premiers à mettre en place un billet. C'est-à-dire le billet tel qu'on le connaît actuellement, le livre sterling, le plus vieux billet au monde. Il a fallu attendre qu'on centralise pour qu'enfin les gens aient une suffisamment grande confiance dans l'État pour pouvoir avoir du billet. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, un billet, c'est une reconnaissance de dette qu'a l'État envers vous. C'est-à-dire qu'à tout moment, votre billet, vous pouvez l'échanger contre un niveau d'or qui a été fixé par l'État. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Puisque vous le dites. Et là, vous me dites, mais enfin François, le niveau d'or n'est pas fixé par l'État, il est fixé par le marché, il fluctue tous les jours. Et oui, et ça depuis 1971. C'est à cette date-là que Nixon abrogea les talons or, et c'est à cette date-là que la plus grosse arnaque de l'histoire eut lieu, quand on abrogea les talons or, et que l'État a dit à ses citoyens « Je ne vous dois plus aucune garantie sur vos billets. Vous pouvez les faire échanger contre n'importe quel tas d'or, je ne vous garantis plus un seul or en échange de ce billet. » Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi? Il faut bien comprendre que c'est une arnaque, parce qu'il faut bien comprendre qu'au début, le billet est une reconnaissance d'or qu'avait l'État envers nous. Quand Nixon a abrogé les talons or en 1971, il a mis fin en fait à quelque chose qui était totalement logique, qui était une reconnaissance de dette de l'État. Et le billet est passé d'une reconnaissance de dette à une monnaie. Mais une monnaie qui n'était plus liée du tout sur une dépense énergétique, une monnaie qui pouvait en fait être fabriquée en grand nombre par l'État sans dépenser beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que nous maintenant, on se fait payer nos salaires par une monnaie qui ne dépend plus du tout d'une dépense énergétique. Et ça a été une énorme arnaque qui a été apportée par l'année 1971 et la fin de l'État en or. Ce qui était censé être une dette, s'est vu en fait comme une monnaie que l'État n'avait plus envie de rembourser. How dare you! Alors maintenant que la monnaie n'est plus liée directement à une dépense énergétique,
le cirque peut commencer. En 1849, l'État avait encore des obligations. En 1849, l'État américain a sorti le Double Eagle, une pièce de 20 $ dans laquelle il y avait 33 grammes d'or. Il ne pouvait pas tricher. S'il voulait sortir cette pièce de 20 $, il devait acheter, et donc elle est minée quelque part, 33 grammes d'or. Ensuite, peu à peu, c'était le billet. Puis ensuite, l'État n'a jamais manqué une bonne guerre pour faire baisser son dollar. Et ce qui fait qu'en 1945, après quand même une guerre de sécession et deux guerres mondiales, il y a la convention comme quoi 45 $ vaut une once d'or, soit 1 $ égale 0,63 grammes d'or. C'est-à-dire qu'en l'espace de un siècle, alors qu'on est toujours les talons or, le dollar a déjà perdu moins 60% de sa valeur. Mais c'est pas fini. Ce ratio de 45 $ pour une once d'or a été jusqu'en 1971, date de l'arrêt des talons or, et à partir de là, c'était le marché qui mettait le ratio or-dollar. C'était le marché, donc c'était la confiance dans l'État. Sachant que l'État, depuis qu'il s'est détaché des talons or, n'a fait que n'a fait que marcher la planche à billets à plein régime, on le voit aujourd'hui avec le Covid, on a un État qui est endetté, qui a plus un sou en poche, et qui est quand même capable de créer ex nihilo 300 milliards d'euros pour aider dans le Covid ou quoi que ce soit. C'est parce que nos finances publiques étaient saines, c'est parce que nos prêteurs nous prêtaient à 0%, c'est parce que nous avions fait des efforts économiques qu'en temps de guerre nous pouvons dépenser, et si j'ose dire, dépenser quasiment sans compter. Donc l'État, depuis les talons or, n'a pas arrêté de créer de la monnaie, créer une inflation de porc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez 1 $, vous avez plus que 0,016 grammes d'or dedans. C'est-à-dire que depuis 1971, donc depuis même pas 50 ans, le dollar a perdu 98% de sa valeur. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Alors une manière de voir à quel point on va dire les monnaies actuelles sont quand même reposent pas mal sur du vent, c'est de comparer la valeur faciale avec la valeur intrinsèque. La valeur faciale, c'est ce que vaut la monnaie sur le marché, ce qu'on est prêt à échanger contre cette monnaie. La valeur intrinsèque, c'est l'argent qu'il a fallu investir pour fabriquer cette monnaie. Donc c'est le point en or, c'est ce qu'on j'appelle avant la garantie énergétique. Quand on est en face d'un lingot d'or, c'est pareil. C'est-à-dire un lingot d'or, il vaut son poids en or, donc valeur faciale égale valeur intrinsèque. Quand on est devant une pièce, déjà il y a une différence. C'est-à-dire qu'une pièce, par exemple, que les pièces que vendent la monnaie de Paris, qui ont 200 € en facial sur la pièce, ne vont au point d'or que 140 €. Alors d'où vient les 30%? Il vient quand même du fait qu'il faut concevoir la pièce, donc il y a quand même une dépense énergétique autre que l'extraction de l'or dedans. Et il vient aussi, dans le cas de l'Empire romain, qui aussi avait ce ratio à peu près de 30% de perte entre facial et intrinsèque, il vient du fait que ceux qui éditent la pièce ont le monopole. Ils ont le monopole pour éditer des pièces, ils obligent les sujets à utiliser la pièce, donc quand on est dans un cas avec le monopole comme ça, on peut se permettre un petit bonus et faire dépasser la valeur faciale de la valeur intrinsèque. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, César. On remarque que quand on est quand même sur des pièces en or, on peut pas non plus aller très loin, 2/3 de la pièce est garantie. C'est-à-dire 2/3 de la valeur de la pièce est garantie par une matière, par une dépense énergétique. Ce n'est déjà plus le cas quand on est face à une pièce à l'heure actuelle en euros. Il faut savoir qu'une pièce de 2 € a 6 centimes de métaux dedans. 6 centimes. Le gap qui sépare ce 6 centimes de 2 €, c'est la confiance qu'on a dans l'État. Tant qu'on a la confiance dans l'État en disant il ne produit pas trop d'argent, j'ai confiance dans la monnaie de l'État, cette pièce vaut 2 €. Quand on n'a plus confiance dans l'État, cette pièce devient 6 centimes. Tandis qu'elle continuait de courir, l'horloge sonna le dernier coup de minuit et tout redevint brusquement comme avant. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Venezuela, où la monnaie s'est totalement effondrée. C'est ce qui se passe actuellement aussi au Liban, où la monnaie s'est totalement effondrée. Et c'est ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, le Zimbabwe s'est mis à tirer des billets de, je crois que c'était 100 millions de milliards de dollars zimbabwéens, parce que la monnaie ne valait plus rien. Il y a aussi le cas, vous pourrez parler aux Allemands, de l'hyperinflation du Marx, où, durant la Grande Dépression, les Allemands brûlaient carrément leurs billets, parce que c'était moins cher de brûler le billet que de s'acheter du bois. Donc, il faut faire attention avec les monnaies actuelles. Ils ont une énorme différence entre leur valeur intrinsèque et leur valeur faciale, ce qui fait que tout repose, en fait, sur la confiance qu'on a dans l'État. Et le jour où la confiance disparaît, toute votre épargne revient à sa monnaie intrinsèque, c'est-à-dire quasiment zéro. Alors, pour résumer, nous avons d'un côté l'or, qui est vraiment
la reine des monnaies, puisque sa valeur ne dépend pas de la confiance qu'on a dans un gouvernement, sa valeur s'étend bien au-delà de la mort d'un gouvernement, puisque sa valeur est directement liée à une dépense d'énergie humaine. L'or a une garantie énergétique que n'a pas les autres monnaies, les monnaies fiduciaires, et ce qui permet de garder cette valeur pendant des millénaires, et ce qui permet surtout nous d'avoir de la confiance dans cet argent. Mais elle est très difficilement transportable et échangeable, et encore plus dans le monde numérique que nous sommes, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de pièces et de billets depuis le début de cette vidéo, mais 90% des échanges d'euros, de l'euro qui circule, est numérique. De l'autre côté, on a ce fameux euro, justement, dollar, yen et toutes ces monnaies fiduciaires, qui reposent en très grande partie sur la confiance du gouvernement et qui s'écroulent avec leur gouvernement. Comme toujours. Et un gouvernement n'est pas invincible, un gouvernement n'est pas éternel, et il faut savoir que les monnaies fiduciaires ont en moyenne une durée de 27 ans. Elles s'écroulent toujours avec leur gouvernement. Mais elles sont très facilement transportables, échangeables, et elles sont aujourd'hui même numériques, ce qui fait qu'on peut les envoyer par internet. Pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Le Bitcoin est un peu le Jésus de la monnaie. Jésus 2, le retour. On l'attendait pas, il fait des miracles, et il va changer le monde. Il fait des miracles parce qu'en fait, il réunit les deux mondes qui avant se bataillaient. D'un côté, les gens comprennent parfaitement qu'il est numérique, donc qu'il est parfaitement liquide et fongible, parfait pour le transport, y compris sur internet comme l'euro. De l'autre côté, ce que les gens disent, c'est qu'il pollue. Ils le disent de manière négative parce que beaucoup ont oublié qu'une bonne monnaie doit polluer. Une bonne monnaie ne peut pas être imprimée comme ça, ex nihilo de rien. Une bonne monnaie doit avoir une garantie comme quoi il est compliqué de l'avoir. C'est le cas de l'or, où il faut descendre dans la mine pour récupérer de l'or. C'est le cas du Bitcoin, où il faut mettre du capital en jeu, mettre du temps humain en jeu pour faire miner des bitcoins, c'est-à-dire faire tourner des ordinateurs qui réalisent des calculs. Et ce résultat de calcul n'a comme aucun autre enjeu que de dire « j'ai travaillé ». De dire là, il y a un ordinateur qui a travaillé, et derrière cet ordinateur, il y a aussi des humains et autres qui travaillent et qui dépensent de l'énergie pour la création. Et ça rend la création du Bitcoin totalement infalsifiable. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas créer du Bitcoin comme il crée actuellement de l'euro. Et la confiance qu'on a sur le Bitcoin n'est pas une confiance tenue par des États, mais une confiance tenue d'une part par des théorèmes mathématiques, puisque le Bitcoin repose aussi sur la validité de théorèmes mathématiques, et aussi et surtout par une création monétaire qui repose sur une garantie énergétique, exactement comme c'est le cas pour l'or. Voilà pourquoi le Bitcoin est une vraie révolution, et voilà aussi pourquoi nos euros actuellement ne représentent pas une vraie monnaie, contrairement au Bitcoin et contrairement à l'or. Énorme! Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous laisse donc avec vos euros en poche et je l'espère très prochainement vos bitcoins. Pour ma part, je vais faire d'autres vidéos, je pense, sur la blockchain parce que c'est vraiment une technologie qui est extrêmement importante pour, je trouve, pour la société en termes de qu'est-ce qu'elle apporte pour la société. Et c'est souvent couvert de manière un peu simpliste par les médias. Je ferai aussi d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle et essayer de classifier un peu tous ces buzzwords qu'on entend liés au machine learning, aux réseaux de neurones et autres. Aussi un peu de vie privée, enfin bref, la technologie regorge de domaines à éclaircir pour notre société. Ah, ciao!